Alors, ça fait plaisir de vous rencontrer. On parle d'un thème assez universel aujourd'hui, thème qui est assez populaire, je dirais, depuis les dernières années, hein, l'intelligence émotionnelle, ce que c'est, ce que ça représente, ce que ça comporte. Je m'adresse à des gens qui ont différents niveaux d'engagement face à ça. Moi, je viens d'un milieu où l'intelligence émotionnelle m'est apparue assez tard dans la vie. J'avais un vécu familial où c'était pas très expressif sur le plan émotionnel et où c'était pas nécessairement encouragé de partager, de refléter certaines émotions. Donc, je partais de loin, puis c'est ça qui m'a vraiment aussi passionné la découverte de ce que c'était l'intelligence émotionnelle, ce que ça apporte, puis ce que ça touche aussi dans tous les styles de relations. Finalement, c'est pas juste envers soi, envers l'autre. C'est une façon d'être dans la douceur aussi envers ce qu'on vit, ce qu'on ressent, puis de descendre le niveau de jugement. Alors, c'est ce que je viens vous présenter aujourd'hui. On ne changera pas le monde en 30 minutes. C'est une découverte, c'est une exploration de base. Il y a une formation donc qui s'offre avec moi à l'hiver. Restez à l'affût, il y a une liste d'inscriptions aussi avec la formation continue. Si ça vous tente d'explorer davantage, aujourd'hui, je viens présenter les axes de développement possibles, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour entrer dans une réflexion envers soi-même? Il y a beaucoup de gens dans ce genre de rencontres-là qui vont me dire, oui, mais il faudrait tellement que l'autre personne aussi ait ce genre de réflexion-là parce que j'ai l'impression de ramer tout seul à l'occasion au niveau de l'intelligence émotionnelle. Ben, je réponds à ça on sous-estime parfois l'influence qu'on a dans une relation auprès des autres personnes à être un exemple dans notre façon de réagir, dans notre façon de se remettre en question, dans notre façon de se challenger. Puis que même quand la personne démontre être bloquée ou fermée à une expression de l'émotionnel que j'ai, ben, c'est pas signe qu'elle change pas, qu'elle réfléchit pas, qu'elle s'embarque pas dans un processus elle aussi. Donc, évidemment, on va se concentrer sur ce qu'on contrôle, soit ses réactions, la gestion de ses relations et autres, mais ultimement, ça a de l'incidence auprès des autres. Alors voilà, ben, rapidement, je me rends compte, je ne me suis pas beaucoup présenté. Je suis prof à Polytechnique Montréal, j'enseigne le travail en équipe, les habiletés relationnelles aux futurs ingénieurs. Je ne sais pas si on a des ingénieurs dans la salle, mais c'est comme compétence transversale aujourd'hui qu'on espère développer dans plusieurs champs d'expertise. Et j'accompagne une cinquantaine d'organisations par année sur différents principes de tout ce qui est l'organisation autour du travail en équipe, notamment les méthodes collaboratives, mais ça demande un travail sur soi dans bien des cas. C'est pas naturel nécessairement de travailler avec l'autre et que ce soit facile. Même chose en relation interpersonnelle. Donc, plan de séance, présentation, introduction, je pense que c'est déjà un petit peu fait. On va mettre les bases. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? Juste rapidement, d'où ça vient, parce que c'est bien beau d'en parler, mais juste qu'on ait un vocabulaire commun et qu'on parle du même background. Les quatre axes de développement, ceux-ci sont explorés en formation beaucoup plus à l'hiver pour ceux qui s'intéressent. Un petit atelier de réflexion pour vous à la suite. Question de se révéler puis de se poser des premières questions sur un certain vécu émotionnel. Puis ensuite, ben, je vous écoute, je reste connecté. On vous laisse aller ceux qui doivent nous quitter à 13 heures, mais ceux qui veulent rester un petit peu plus longtemps à discuter, poser des questions, bien sûr, ça me fait plaisir, je reste là avec vous. Alors, première chose avec l'émotion, c'est que, on n'est plus dans les années 50, hein, je ne peux pas décider de les laisser à la maison. C'est un concept qui a été là longtemps. Je laisse mes émotions à la maison, je les étouffe, je les refoule. C'est un mouvement, c'est une hormone qu'on va appeler le cortisol qui monte au cerveau, qui vient attaquer une fonction cérébrale même chez l'humain, qui nous permet donc de réagir, de passer à l'action. C'est une forme d'énergie qui permet de passer à l'action, qui est une réaction biochimique non volontaire. Donc l'émotion est là, elle frappe mon rationnel, et ce qui se passe après, c'est que je la rationne. On est des êtres de ration beaucoup. Je le rationalise et là naît le sentiment. Le sentiment, c'est donc le temps rationnel que j'accorde à mon émotion qui a duré 1 seconde, 2 secondes. Et c'est pourquoi le sentiment peut durer des semaines. Quand on vit un deuil, je continue rationnellement de cultiver ma peine et la perte. Mais l'émotion, donc, témoigne d'un besoin inhérent à mon développement, à moi, à ma vie, à mes valeurs et aux émotions justement que je ressens. Je ressens une émotion, ça me signifie un besoin, j'accorde rationnellement, rapidement, une émotion. Au moment où je dis ce que je suis en train de vivre, que je suis en colère, que je suis désespéré, que je suis triste, que j'ai eu peur, que je suis stressé, ben, l'émotion est déjà passée. Je suis rendu dans cette phase de sentiment qui s'installe, qui prend de la place. Et c'est sur ça que j'aurai une régulation, une possibilité de régulation possible, sur le sentiment, pas sur l'émotion. À partir du moment où j'accepte que l'émotion va être là, déjà, c'est plus facile de se laisser une chance puis de savoir ce qui me met en action. Donc, le cortisol affecte une fonction cérébrale dans le lobe préfrontal. C'est pas un cours de neuropsy, je vous rassure. Mais qui affecte une fonction cérébrale dans le cortex préfrontal, qui touche l'amygdale, qui est une portion du cerveau qui grossit et donc nuit à toutes les fonctions. C'est pourquoi certaines personnes vivant un grand stress ou une anxiété, par exemple, vont oublier des éléments devant l'examen.
Quand j'arrive devant mon examen, j'oublie certains éléments. C'est pourquoi quand quelqu'un me dit quelque chose qui me heurte profondément, ben, je vais dire des choses qu'après coup, je regrette. J'ai dit ça sur le coup de l'émotion. Alors, c'est pas tout à fait le coup de l'émotion, c'est que j'avais plus accès à toutes mes fonctions rationnelles. Donc, un des signes du développement de l'intelligence émotionnelle, l'ultime signe pourrait être de ne pas réagir. Ne pas réagir serait une action de régulation lorsque je sens que le rationnel, j'ai pas tout accès à mon rationnel, ce serait donc un des éléments que je pourrais faire. Mais ça m'oriente vers l'action. Et si je m'écoute, si je l'écoute, cette émotion-là, que je prends le temps de la découvrir davantage parce qu'elle me parle vraiment, ben ça me confirme, m'informe, m'introduit vers un besoin qui est hyper important. Et comme on est des êtres de ration cérébraux, souvent, je vois qu'on intellectualise beaucoup l'émotion. C'est comme si je vis quelque chose, maintenant, pourquoi j'ai vécu ça, qu'est-ce qui fait que j'ai vécu ça, dans quelle catégorie je la mets. Et on remarque dans une société en évolution ou dans l'éducation, parfois, on va réfréner certaines émotions comme dites un peu plus négatives. Ça peut devenir problématique d'étouffer certaines émotions, de ne pas leur accorder une certaine place. On a des études tranquillement qui démontrent sur l'éducation des enfants comment accompagner davantage la prise en charge d'une émotion vécue, même quand cette émotion-là est désagréable, vécue de façon intense, même problématique par certaines personnes. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est là. Ça fait partie de ce qu'on est, de ce qu'on vit. C'est une hormone qui est sécrétée. Historiquement, dans l'évolution de l'être humain, c'était dans un but de pouvoir réagir, donc d'avoir des compétences un peu plus, tu sais, on parle d'adrénaline, on parle de réaction physique plus forte, mais parfois aujourd'hui, comme c'est plus un réel facteur danger, tu sais, le danger est plus très souvent présent dans nos vies, mais l'émotion fait encore partie beaucoup de notre cheminement. Et donc ça, c'est le premier thème. On le rationalise beaucoup, bien que ce soit quelque chose qui est présent quand même de toute façon. C'est cette ligne-là qu'il va falloir aller réfléchir un peu. Il y a 4 axes de développement possibles qui se font en parallèle, mais qui aussi vont dans une certaine évolution logique. À la base, on a cet esprit de la conscience de soi. Si je commence en intelligence émotionnelle, j'entends parler de ce thème-là pour la première fois. Le premier réflexe, le premier élément de pratique, c'est de me dire, est-ce que je suis capable de reconnaître et de préciser de plus en plus ce que je vis? Moi, autrefois, j'étais en crise ou j'étais stressé. Ça, c'était mes 2 émotions. Je suis en colère ou je suis stressé. Voilà, je résume mon plan émotionnel ici. Et donc, ça en dit très peu sur mon besoin, ça en témoigne très peu à l'autre personne. L'autre personne s'approprie ça en se disant, je comprends ce que ça veut dire le stress pour moi, je comprends ce que ça veut dire la colère pour moi, mais est-ce qu'on est en train de se comprendre quand je te partage ça? Non. Premier élément de développement, si je veux m'attaquer à cette première compétence, est-ce que je suis conscient et que je suis capable de mettre de plus en plus de mots précis sur ce que je vis? C'est un premier défi pour ceux qui voudraient explorer la connaissance. Ce que ça nous amène à faire, c'est davantage clarifier en quoi, justement, l'élément, le facteur qui me fait vivre une certaine émotion, euh, je peux l'atténuer, je peux le reconnaître, je vais pouvoir le voir davantage et donc avoir possiblement une incidence sur ma gestion de moi. Comment je peux, après, gérer. J'aime pas le mot gérer, je préférerais utiliser réguler. J'ai mis gestion ici, mais je préférerais réguler cette émotion-là. Il faut, en tant qu'adulte, découvrir aussi ce qui nous aide dans la régulation. On a dans la science, dans la documentation, que l'activité physique est l'élément qui fait redescendre le taux de cortisol le plus rapidement au cerveau. Donc, l'activité physique, là, on a plusieurs recherches là-dessus, ça a un impact. Si je me connais, je sais que telle ou telle situation me demande un effort émotionnel parce que c'est intense, mais je peux même être en prévision, c'est-à-dire je peux préparer en allant faire un petit gym, un entraînement, une course le matin, je peux préparer une situation que je vis et que je trouve où il y a un facteur stressant, par exemple. Je peux me préparer à ça en allant défouler cette énergie-là. Par contre, il y a plein d'autres éléments qui fonctionnent dans la régulation émotionnelle et où chaque adulte devrait être capable de pointer qu'est-ce qui, pour lui ou elle, est favorisant. La méditation serait un autre exemple. Le yoga, une pratique sexuelle avec soi, avec d'autres. Écouter de la musique, avoir un plan BCD si je suis très rationnel. Il y a plusieurs facteurs aidants à la régulation émotionnelle que je devrais connaître en fonction de qui je suis et non pas en fonction des facteurs absolus. Ce qu'on a dans l'absolu, c'est l'activité physique. C'est un excellent mécanisme parce qu'à la base, le cortisol qui monte était dans le but de passer à l'action, me faire réagir, donner une propulsion au corps, me survivre au danger. Donc, le fait de dépenser cette énergie-là m'aide. Si je la dépense jamais, cette énergie-là,
on a des études maintenant en neurosciences qui démontrent que les neurones sont affectés pendant la longueur d'une vie. Et il y a même tranquillement des chercheurs qui osent se commettre sur le fait qu'il y aurait peut-être même un lien entre le fait que, il y a d'autres facteurs, mais que les hommes mourraient un peu plus jeunes que les femmes parce il y a plus présentement de révélation émotionnelle puis de prise en charge de la régulation chez les femmes. Est-ce que ça veut dire que les hommes n'ont pas d'émotion? Non, pas du tout. C'est vraiment dans une évolution sociétale, dans un contexte assez particulier dans l'éducation, où là, il y a comme on étouffe à certains moments et on ne démontre pas d'émotion parce qu'elle est jugée. C'est là où il y a peut-être un lien. Des fois, des gens me disent, ouais, mais je suis pas en train de dire qu'il y a pas de différence entre hommes et femmes sur le plan biologique. Pas du tout. Je suis en train de dire que chaque personne vit quand même l'émotion et que non traité affecte à long terme le rapport neuronal qui se développe là-dedans. Et que vraiment un effort, je dois porter attention à ça parce que c'est là. Et c'est ça que parfois qui est difficile parce que j'ai l'impression que c'est là, mais que rationnellement, je peux ne pas y porter attention. Bien sûr que je peux ne pas y porter attention, mais c'est là quand même. Et ça, c'est le danger, de ne pas traiter, de ne pas se laisser une place à l'exploration émotionnelle. Donc ça, c'est sur l'axe un peu intrapersonnel. En parallèle, je développe mon intelligence émotionnelle pour me développer aussi avec les autres personnes. Et là, tranquillement, je développe cet esprit d'empathie. Plus je me rapproche de mon sentier émotionnel en conscience de moi, plus je régule tranquillement mes émotions, plus je vais développer cet aspect d'empathie où je serai conscient de l'autre. Ici, l'empathie en intelligence émotionnelle fait référence au fait que je ne comprends pas l'autre. Et quand j'accepte que je ne comprends pas l'autre, tout à coup, je développe une posture empathique parce que je vais avoir tendance à questionner davantage l'émotion. Si tu me dis que tu es stressé, toi, qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce qui vient de stresser toi personnellement? Je me détache de l'appropriation que je fais de l'émotion de l'autre comme si c'était moi qui la vivais. Donc, c'est pas de ressentir et de comprendre l'émotion, c'est accepter que je la comprends pas pour me rapprocher de cette compréhension-là éventuellement. Mais puisque j'ai aucunement ton champ perceptuel, je suis qui pour surinterpréter et dire, ben oui, je comprends tout à fait ce que tu vis quand tu me dis que tu es fâché, que tu es en colère. Bien sûr, on relate à nos amis, aux gens de notre famille, à notre entourage. On est en contact, je peux comprendre certaines choses, évidemment. Mais l'empathie que je développe par l'intelligence émotionnelle m'amène à voir qu'on est tellement unique là-dedans que je suis toujours loin d'une compréhension sensible quand il est sujet d'émotion. Et ça, tranquillement, ça affecte, ça touche directement mon empathie. Et ultimement, ça m'aide à gérer mes relations, notamment quand ça va mal, par la posture, la capacité de faire du feedback affirmatif. Dans une posture on parlait il y a Marshall Rosenberg, certains connaissent peut-être, qui parle de communication non violente. Parce que dans sa méthode de feedback, que je réutilise dans certains aspects de formation, il dit c'est violent quand on n'est pas capable de faire attention à comment on se sent, puis c'est violent quand on ne fait pas attention à comment l'autre se sent. Donc, dans un processus de communication non violente, c'est que j'accepte que les deux ont des besoins particuliers par rapport à une situation et que je ne peux pas imposer, mais je ne peux pas non plus m'écraser. C'est ce juste milieu entre les deux qui rend le processus de communication non violent ou non toxique à moyen long terme, qui n'est pas toujours évident. Mais l'ultime, donc, travail sur soi nous amène dans cette gestion plus saine des relations par rapport à ce qu'on contrôle, à sa méthode. Bien sûr qu'il y a le pourcentage de gens qui seront fermés, boqués, qui vont réagir négativement à ce qui se passe dans une situation, et même quand j'ai tous les beaux efforts du monde autour, ça peut ne pas fonctionner. Donc voilà 4 axes de formation, 2 plus intrapersonnels qui m'appartiennent beaucoup plus à moi dans ma réflexion, et l'autre qui m'amène vers l'autre à une ouverture différente par rapport au vécu qu'on va expérimenter ensemble dans toutes sortes de relations, de couple, amicales, familiales et de travail, qui sont hyper importantes aujourd'hui, à compétences inégales. Aujourd'hui, pour la plupart des emplois, même les emplois techniques, là, moi, c'est dans le domaine où je travaille en ingénierie, on va prioriser quelqu'un qui a un savoir-être relationnel plus développé, plus ouvert. Parce que le technique s'apprend et mais la posture relationnelle est beaucoup plus difficile à imposer à quelqu'un si cette personne-là ne fait pas les efforts de développement. Vous êtes ici, vous êtes curieux par rapport à ces sujets-là. Forcément, il y a déjà tout un appareillage qui se fait. Je vous invite à prendre un petit bout de papier. On va terminer là-dessus. Un petit bout de papier, un petit truc sur l'ordi à côté. Juste question qu'on se pousse un peu dans une petite réflexion. Ça dure 5 minutes. Pas obligé de le faire si vous avez la bouche pleine en train de manger. Pas ça. C'est juste ceux que ça leur tente. Vous pouvez le faire dans votre tête pour les autres. Aucun problème. Je vous demande juste une petite minute pour penser à un moment, pour réfléchir à une émotion récemment ressentie. Quelle que soit la nature de cette émotion-là, euh, dans les deux sens, c'est pas obligé d'être problématique pour vous, c'est pas obligé d'avoir été lourd à porter. Pensez à
moment là où dernièrement j'ai ressenti une émotion quelconque. Je pense à juste un moment, ah là, la semaine passée, j'ai vécu ça avec tel ami. Au travail, avant hier, j'ai vécu telle chose. J'ai ressenti quelque chose. Donc, vous êtes d'accord avec moi que présentement, on est davantage dans le sentiment. L'émotion, je l'ai vécue. Maintenant, je suis dans le rationnel que j'y octroie. Est-ce que je suis capable maintenant de nommer plus précisément qu'est-ce qui aurait déclenché spécifiquement cette émotion? Encore une fois, on est dans le rationnel. Est-ce que c'était à cause d'un début de conflit? Est-ce qu'un événement marquant? Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion? Là, on parle de trigger plus personnel. Et ça, c'est un moment, c'est quelque chose à identifier tôt dans son processus de réflexion autour de l'émotion. Qu'est-ce qui, pour moi, sont des éléments qui rapidement m'amèneront à vivre une émotion plus intense qu'à la normale? Poursuivre la réflexion. Maintenant, qu'est-ce que je me dis rationnellement par rapport à l'émotion que j'ai vécue? Parce que là, on est rendu vraiment dans le sentiment. Si je l'ai vécu il y a quelques jours, c'est pas de l'émotion. Je suis dans le senti de ça. Qu'est-ce que ça continue de... Comment ça travaille en moi, mon dialogue intérieur par rapport à ça? Quel est-il ici? Ça évolue. Rachel, on poursuit la réflexion. Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que je me dis de cette émotion-là, de ce ressenti-là? Dernière question. Est-ce que je considère que cette émotion était négative ou positive? Parce que je vous ai demandé d'explorer sur le sens large une émotion vécue. Alors là, je peux me révéler, oui, OK, c'était comme ça, c'était comme ça. Prends une seconde pour terminer ça. All right. Alors, juste vous révéler quelque chose ici. À ceux qui ont répondu que cette émotion était négative, à ceux qui ont répondu que cette émotion était positive, prends conscience aujourd'hui qu'on est encore, et c'est un réflexe tout à fait naturel, beaucoup dans le jugement de notre émotion. Alors, une émotion n'est pas négative ou positive, elle est agréable ou désagréable. Ceux qui ont rapidement, ah, c'était négatif. On est un peu tombé dans ce principe de je juge beaucoup ce que je ressens et ce que je vis comme émotion. Il faut s'en rendre compte parce que la personne les plus difficile envers le vécu émotionnel, souvent, c'est nous-mêmes. Pas toujours, il existe ce concept dans les études féministes qu'on appelle du gaslighting. Régulièrement, c'est plus souvent des hommes auprès des femmes qui utilisent cette technique violente pour invalider l'émotion ressentie par quelqu'un, ce qu'on appelle du gaslighting, qui est quelque chose d'assez toxique dans certaines relations. C'est-à-dire, je te partage une émotion, puis là, l'autre personne invalide, dit que ça n'a pas de sens, fait référence à de la folie ou à un côté de moi qui n'a pas de bon sens. Ça, c'est du gaslighting. Mais ça encourage régulièrement que moi-même, je deviens très critique et que je vais utiliser des mots du genre, ah, ça, c'était une émotion négative. Non, l'émotion est là. Le sentiment que je développe de ça, j'ai envie de le réguler et de le travailler. C'était désagréable, j'aimerais être dans une posture agréable. Mais plus on s'encourage socialement à rester dans des termes du genre négatif et à juger l'émotion, mais on encourage aussi socialement ce principe de gaslighting où on juge possiblement l'émotion au sens large. Et on le voit dans l'éducation de certains enfants de ne te fâche pas, ne fais pas ci sur le plan émotionnel, ne pleure pas, comme si cette émotion n'avait pas une place légitime d'exister. Il faut peut-être revoir et réfléchir la notion d'accompagnement autour de l'émotion. Ah, ça te fait de la peine, qu'est-ce qui te fait de la peine? Oh, tu as l'air fâché de ce que tu vis ou de ce que tu ressens. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est de la colère? Valoriser l'expression autour de l'émotion risque d'influencer notre cerveau à avoir des mots plus doux envers ce qu'on vit ou ce qu'on ressent. C'était juste un petit exercice pour qu'on voit à quel point on rationalise beaucoup notre pensée, notre ressenti, notre vécu émotionnel et qu'on a tendance parfois à être dur envers ce qu'on ressent, alors que c'est tout à fait légitime. Maintenant, c'est dans l'impact auprès de l'autre que j'espère réguler ça pour pouvoir affirmer mes besoins, être conscient du besoin de l'autre personne par rapport à cette situation et trouver un juste milieu pour que la situation soit confortable et agréable. Voilà pour ça. Pour ceux qui voudraient lire un peu plus sur le sujet, je vous ai mis en ordre des lectures que j'ai faites dans la dernière année et avant, qui étaient super intéressantes, hein. Daniel Goleman est comme reconnu là, la deuxième ressource comme un
le père fondateur, mais on en parlait déjà avant, dans le début des années 90. Ça a été le modèle initial, si on veut, ce concept d'intelligence émotionnelle, mais c'est Goldman qui a repris ça en faisant le premier livre titré Intelligence émotionnelle, pour ceux qui veulent vraiment partir des bases, des fondements, d'où ça vient. Puis ensuite, ben, plusieurs recherches ont été influencées par Goldman. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui travaille en intelligence émotionnelle qui ne le cite pas. D'ailleurs, Bradbury puis Greaves ont repris ça beaucoup. Euh, Puis là, on tombe beaucoup dans l'auto-évaluation. C'est pour ça que je disais tantôt, le test de QI, c'est une chose, mais l'auto-évaluation qu'on en fait est une façon de travailler beaucoup plus spécifiquement face à ses propres enjeux, la façon de réagir. Et les recherches continuent sur le sujet, mais c'est partagé, puis vous pouvez en faire la demande aux formations continues de vous envoyer ces références pour plus. C'est ce qui met fin à cette courte présentation. Ça passe extrêmement vite, hein. Vous voyez déjà -5. J'arrête le partage. Voilà, donc c'était juste une exploration. Ceux qui ont été, tu sais, qui sont curieux de ça, qui veulent aller plus loin dans les 4 axes de développement, je le rappelle, à l'hiver, on aura un atelier de formation de 3 heures avec la formation continue sur l'intelligence émotionnelle. Et puis, entre-temps, si vous avez envie dans le chat, poser des questions, rester connecté. S'il y en a que ça a fait réagir, qui veulent partager quelque chose, une expérience, bien, ça me ferait plaisir de rester. Et sinon, ben, c'était seulement ça ce midi pour la pause découverte. Un grand merci d'être venu faire votre tour ce midi avec nous autres.